Bonjour à tous. Hey Toby. Tu peux parler JP. T'as aimé ou pas? Ah là là. Hello hello, je vais attendre un peu encore, voir s'il y a des gens qui arrivent. Comment ça va? En ce dimanche plein de soleil, ensoleillé. Euh, Écoute, déjà, je vais te dire un vrai bonjour parce que je t'ai fait la fin de l'image figée. Donc, bonjour Damien. Écoute, bonjour à tous, hein. Bonjour à tous ceux qui se connectent sur ce Speakeasy. Écoute, ça va bien. Écoute, un dimanche ensoleillé, le soleil brille pour la nature, les animaux, et c'est très bien. Comme c'est, je m'en fiche. Ça va, je gère. Ouais. Alors je vais essayer de la faire un peu courte, mais il y a DJ JP Mano, donc un DJ parisien renommé. DJ, directeur artistique, coach vocal, conférencier, prof d'histoire de la musique, vendeur de disques. Je sais pas, il y a beaucoup de choses, beaucoup trop de casquettes. J'ai fait le tour, à peu près. Non, mais t'as à peu près tout dit, hein. Ah ouais, mon titre n'a pas changé. Attends. Ouais, donc du coup, est-ce que tu peux toi te présenter parce que je l'ai fait je l'ai fait un peu comme ça, mais je préfère quand mes invités se présentent. Ils le font beaucoup mieux que moi. Euh, Ça là-dessus, tu sais que c'est. euh, tu, tu commences direct par tu sais, la montée la montée à vélo de Montmartre. Tu sais que je sais pas faire ce genre de choses. Mais bon, je vais essayer. Non, en fait, ouais, je suis un DJ qui est passionné d'histoire et passionné de l'histoire de sa musique. Et donc, du coup, j'ai développé autour de ça de l'enseignement et de la transmission. Et puis à côté de ça, ouais, j'ai des capacités pour le coaching vocal et j'ai aussi pendant très longtemps été de façon quotidienne un vendeur de disques. C'est comme ça qu'on s'est connus, je crois Tout à d'ailleurs. fait. Et voilà, globalement, on s'est à peu près tout dit. Après, effectivement, directeur artistique parce que les rencontres et ma vie musicale a fait que. Ouais, nous sur. Ouais, effectivement, on s'est rencontrés dans une boutique de disques à Sun Records. Euh, C'était une boutique assez connue dans le milieu parisien en tout cas. Euh, C'était assez drôle cette rencontre. Parce que moi j'y allais, j'étais jeune, j'avais 17-16 ans. Je crois que la première fois que je rentre dans la boutique, j'ai 16 ans. Moins que ça, Moins que Damien. ça. Ouais, tu vois. Ouais, parce que ouais, ouais, un peu moins que ça. C'est ton frère qui venait au départ, ton grand frère. Non, 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 c'est moi qui venais. Ah non, c'est toi qui Ouais, venais, t'as ramené ton grand frère. Ouais, exactement. c'est vrai. J'étais venu une première fois prendre un CD de Jadakis à l'époque. C'était Fred. Le premier disque que j'ai acheté, c'est Fred Tu l'as qui me le vendu. vend, ouais. Ouais, du coup, je reviens parce que l'accueil est bon et que vous êtes hyper sympa et que j'ai pas encore rencontré le gérant de la boutique. Et en fait, donc un jour, je viens acheter un CD qui s'appelle EMC. Je rentre chez moi, hyper content d'avoir ce CD, me dire ouais, je vais l'écouter en entier. J'ouvre le CD et pas de CD. Donc j'ai la boîte, mais pas le CD. Du coup, je reviens faire l'échange et c'est à ce moment-là vraiment qu'on discute et qu'on se rencontre. Vraiment. Non, parce que enfin, il faut imaginer la tête de Damien avec quasiment, là, ça fait presque 13 14 ans de moins, même peut-être, Ouais, oui, c'est au ça, ouais, moins, 15 ans. C'est la moitié de ma vie, 15 ans de ouais. moins, et qui vient pour réclamer un CD avec le gérant de l'endroit qui me dit tu crois que
tu crois qu'il me la fait pas à l'envers et tout, et toi? Et moi en train de dire, bah non, enfin, tu vois, il est sérieux, il n'y a pas de souci. Enfin, il faut imaginer la tête de Damien, c'était un peu rigolo quand même. Ouais. Et donc voilà, et au fur et à mesure, donc, je grandis, je passe la majorité. Et tu me parles d'une de tes soirées qui est la Black Pearl, Ouais, qui, moi, est une soirée qui m'a marqué parce que c'est la première, c'est à cet endroit-là que je vais pour la première fois en boîte de nuit, quoi. Et en fait, j'arrive dans un lieu où, je vais dire la vérité, j'arrive dans un lieu où en fait, il y a que de la bienveillance. Où tout ce que j'entends sur les boîtes de nuit, c'est pas du tout ça. Les gens sont pas chiants, ils sont pas. Voilà, y a que les gens sont là pour danser, pour s'amuser, les DJ sont top. Euh, pour toi, elle a représenté quoi cette soirée ah. Euh, la Black Pearl pour moi c'était, je sais pas comment la décrire, mais c'était, alors je raconte juste l'histoire de cette soirée. J'avais avant cette soirée, avant que ce soit une soirée, c'était une émission de radio, Ouais. une émission de radio qui s'appelait la Black Pearl. Et moi, en tant que DJ, je crois plus au groove et à la pulsation de la musique qu'à son rythme. Pour moi, c'est pas parce qu'il y a de l'énergie qu'il y a forcément quelque chose qui pousse les gens à danser. Et donc, à force de faire ces émissions qui marchaient bien, qui avaient été déclinées en version télé où je faisais des interviews des meilleurs artistes soul et new soul du moment, dont Ben, dont Stéphane Filet, ou Sandra Nkake, ou Sly à l'époque, et ben, je me dis, bah, et pourquoi je ferais pas une soirée? Et il s'avère qu'à l'époque, j'étais directeur d'un endroit qui s'appelle Les Coulisses, et je décide de faire cette soirée-là, et j'ai commencé par la faire en donnant uniquement un mot de passe. C'est-à-dire que l'entrée était gratuite si tu avais le mot de passe de la soirée. Et puis ensuite, la soirée a existé, et pour moi, c'était la démonstration que c'était possible. C'était la démonstration qu'on pouvait écouter hip-hop de qualité, du R&B de qualité, de la soul de qualité, du funk de qualité, dans une ambiance, dans une espèce de ferveur autour de la musique, quoi. Les gens qui venaient, ils venaient pour la musique, ils venaient, et c'était génial parce que euh, les gens qui arrivaient de l'extérieur dans cette soirée, ils avaient la sensation qu'ils arrivaient dans une famille déjà existante. Et au bout de 2 heures, s'ils avaient compris pourquoi tous les gens qui étaient dans la salle étaient là, eh ben, ils faisaient partie de la famille. Et il y a des gens qui ne sont jamais rentrés et qui ne sont jamais revenus, mais naturellement. Et voilà. Et donc c'était vraiment une soirée incroyable dont je rêve de faire une dernière un jour, quoi. Parce que j'ai jamais fait de dernière. Et elle a duré 15 ans. Ouais, 15 ans. Ouais. Ouais, bah c'est vrai tout ce que tu dis, c'est vrai. Moi, je suis vraiment arrivé, je me suis vraiment senti dans une famille quand je suis arrivé dans ce lieu. Moi, ça m'a aussi marqué musicalement parce que c'est vrai que c'est ici, c'est à la Black Pearl que j'ai découvert plein de musique, notamment celui que j'ai mis en intro avec la Brothers, et Want You. Mais c'est vrai qu'il y a plein de morceaux mythiques, les Soul to Soul. Alia, enfin il y avait des moments comme ça qui revenaient régulièrement. Et c'est vrai que voilà, et en plus de ça, il y a quand même eu des personnes, t'as eu de sacrés invités quand même. Ouais. Mais ouais, c'était vraiment bien. En termes de en termes de DJ, donc tu travaillais sur cette soirée, il y avait DJ Babyface et Ouais. Alors en fait, au départ, j'ai commencé cette soirée seule. Et puis, au bout d'un moment, il m'a manqué de partager, de mettre la même chose, de mettre la même quantité de partage derrière les platines que j'envoyais
sur la piste. Et donc, du coup, j'ai demandé, j'ai fait venir une fois Babyface, enfin, donc, Frédéric, qui lui, pourtant je le connais depuis qu'il est gamin, hein, vraiment, hein, puisqu'il faisait ses premières sorties dans les premières boîtes dans lesquelles je mixais, dans des boîtes dans lesquelles je mixais avant. Et il me dit non, ce que tu me racontes là des soirées, je te crois pas. Et donc, et le jour où il est venu et qu'il a vu, il a quasiment plus jamais souhaité rater une édition. Et puis il y avait Sly, Ouais. qui lui aussi, bah, au sortir du Saiyan, se cherchait peut-être encore un petit peu artistiquement. Et je lui ai dit, bah, écoute, si tu viens aux coulisses, tu vas pouvoir rencontrer un public, quoi. Un public qui aime la soul et qui aime la musique que tu fais. Et donc voilà, c'est comme ça qu'il est venu. Ok. Et c'est comme ça qu'on est devenu, en fait, entre guillemets, les Brazzavillians, et on a fait la Black Pearl avec Sly et Fred qui venaient quand ils le souhaitaient et quand ils pouvaient. Ils venaient et on mixait tous ensemble. Ok. Salut à tous les arrivants, j'en profite rapidement là pour dire bonjour à tous ceux qui sont arrivés. Il y a Gundo qui est là, il y a Rodrigue. Bonjour Gundo, bonjour Rodrigue. Des gens qu'on connaît très bien, et puis Ouais. d'autres amis à moi là, qui sont là aussi. Ça me fait plaisir. Ouais, donc on va enchaîner sur les DJ. Ouais. Parce que toi, ça fait longtemps que tu mixes. T'as vu l'évolution du métier. Mhm. Tu l'as vécu comment, toi, l'arrivée parce que tu mixes que en vinyle. On le voit derrière toi, t'as ta collection là, qui est juste derrière. Et encore, là, il y a pas tout, mais il y a vraiment pas tout. Et tu l'as vécu comment, toi, l'arrivée de tous ces MP3, les Serato, ça. Alors, euh, je vais être complètement honnête euh, parce que voilà, on est dans Speakeasy. Euh, d'abord, je l'ai très mal vécu. Je l'ai très mal vécu euh, enfin, comme tu le sais, moi j'ai un immense respect pour l'œuvre Mm. en tant que telle. L'œuvre. T'as la pochette, t'as tout ce qu'il y a dessus, t'as tout ce qu'il y a dedans, t'as tout ce qu'il y a à lire Ouais. Enfin, moi je dis souvent qu'avant d'écouter un disque, je le lis. Je le lis pour savoir qui a travaillé avec qui, et ça c'est pas dans un MP3. Donc ça déjà, la désincarnation, ça m'a un petit peu gavé. Euh, Ensuite, j'ai été encore plus euh, déçu par l'utilisation qui a été faite. Parce que les DJ que j'entendais utiliser Serato au début, l'utilisaient exactement comme ils mixaient les vinyles à l'époque. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient pris leur bac de disques, leur sélection de disques, ils l'avaient remise exactement dans le même ordre et mixaient exactement la même chose. Donc, il n'y avait aucun apport. Il n'y avait aucune recherche musicale supplémentaire. Ça n'apportait strictement rien, euh, j'ai envie de dire artistiquement. Et donc, du coup, ouais, j'ai pas aimé ça. Et puis, euh, comme moi, tu l'as vécu aussi aux coulisses où je disais où j'avais refusé pendant très longtemps les DJ. Je virais les DJ qui venaient mixer sur ordinateur, vraiment. Ouais. Hein. Il y a des DJ que j'ai virés parce que je voulais pas qu'ils mixent sur ordinateur. Surtout que euh, en plus de vouloir faire l'économie de porter des disques, ils voulaient faire l'économie d'avoir de la place sur leur disque dur. Et donc, ils prenaient des morceaux qui étaient encodés dans des qualités, mais absolument horribles. Donc, du coup, je trouvais que c'était vraiment. J'avais pas à donner de l'audience à des gens comme ça. Et puis, euh, le truc incroyable, mais je crois que tu l'as vécu avec moi plusieurs fois, des types qui venaient et qui mixaient. Et puis, tout d'un coup, on entendait le son de fermeture de Windows en Ouais. pleine soirée. Et le gars, il est là comme un abruti et il me dit, JP, tu peux reprendre avec tes vinyles parce que là, mon ordi il est planté.
Ben non, en fait. Tu vois? Voilà, donc pour tout ça, euh, j'ai été contre. Euh, je le suis toujours. Je le suis toujours parce que j'estime qu'un DJ qui fait son travail correctement, aujourd'hui, il est, euh, il est booké pour faire un set de 2 heures, grand maximum. En Ouais. général, quand tu te déplaces sur une soirée, tu es booké pour faire un set de 2 heures. Si tu mets un morceau de 3 minutes à chaque fois, même si c'est un maxi, mais tu mets 3 minutes de morceau, bah, normalement, à la fin de l'heure, tu as mis 20 disques. Et à la fin des 2 heures de mix, tu en as mis 40. 40 disques, si tu peux pas les porter, ça devient vraiment compliqué. Il faut changer de métier, en fait. Ouais. Il faut faire autre chose. Donc ça, pour moi, c'est la première des choses. Et puis, après, d'un autre côté, mais il faut être complètement honnête, maintenant, il y a beaucoup de morceaux nouveaux qui ne sortent pas de manière physique, c'est-à-dire ni en CD ni en vinyle, et malgré tout, il faut bien les avoir. Donc, eh ben, on en arrive tous, plus ou moins, à récupérer, à acheter les œuvres sur Bandcamp ou d'autres sites, et puis à les mettre sur des clés USB pour pouvoir mixer. Donc, malheureusement, on arrive, de gré ou de force, à une certaine forme de dématérialisation, mais, mais, mais sinon, fondamentalement, je suis contre. La seule raison pour laquelle j'accepte et je comprends l'utilisation d'un ordinateur pour mixer, c'est quand tu es un DJ suffisamment connu pour être le vendredi à Lille, Mhm. le samedi à Marseille et le dimanche à Londres ou à New York. Où là, je me dis, porter 40 ou 50 kilos de disques, faire les avions, les trucs, se faire voler les disques, c'est compliqué. Donc ça, là-dessus, je le comprends. C'est une vraie aide. Mais pour le reste, pour un DJ parisien qui se déplace à Paris, je comprends pas. Ouais. Ok. Bah, ça, Ouais. c'est une réponse complète, du coup. Je fais exprès parce que tu as dit qu'on pouvait faire des émissions de 48 heures, donc je fais des réponses longues. C'est vrai que j'ai dit ça, mais c'est vrai qu'on pourrait. Hein. Y a pas C'est de... vrai qu'on pourrait. on pourrait refaire le monde. On a déjà refait le monde dans la boutique pendant Oh très là là. longtemps. On a passé des journées entières dans des boutiques à discuter. Hmm. Ouais, tu m'as vendu beaucoup de disques d'ailleurs. Et j'en suis pas peu fier de ces disques. C'est cool. Bah du coup, ouais, on en revenait un peu justement à tous ces, toutes les nouveaux artistes. On a un peu parlé qui ne sortent plus de, de, de musique en format physique, etc. Et du coup, je voulais en venir sur la musique en France notamment. Mhm. Euh, Moi, je sais que on en a souvent parlé, mais j'ai souvent du mal à comprendre qu'on puisse remplir un New Morning, une maroquinerie, des salles comme ça. Enfin, on peut remplir des salles énormes, enfin énormes, et avoir un public présent pour ce style, en tout cas pour la soul et pour ces styles musicaux. Et pourtant, on n'en a pas tant que ça des artistes qui arrivent à vraiment faire quelque chose dans ce style-là. On a eu Ben, et j'ai l'impression que ça s'est un peu coupé après Ben, quoi. T'en penses quoi, toi? Comment tu expliques cette Ah, tu vas me difficulté? faire tu me fais ouvrir un long débat, Ouais, je sais bien, un long débat, Damien. je sais Euh, bien. Comment on a tous une part de responsabilité. Je dis bien une part. Euh, déjà, euh, les, je sais pas, alors je sais pas qui de la poule et de l'œuf, mais je vais commencer. Je vais commencer. De toute façon, ça fait un cercle et ça devient un cercle vicieux. Mais pour moi, un, un, un artiste, les artistes en France ont mis énormément de temps euh, à accepter ce genre musical. La soul, la néo soul, c'était pas des trucs acceptés. Ça a été un peu plus accepté à partir du moment où on a vu des gens comme D'Angelo,
Anthony Hamilton, Dwele, Darlene Brockington, enfin bref, tous ces artistes-là qui sont arrivés ont commencé à faire changer la donne. C'est-à-dire qu'on a pu faire comprendre à des gens qu'il était possible malgré tout, de gagner sa vie en étant un artiste soul. Ça, c'est le postulat de départ, mais c'est un postulat qui se base sur la culture afro-américaine. En France, tous les produits dérivés du hip-hop, entre guillemets, sont nés avec le hip-hop, et donc avec des gens qui ont une culture hip-hop. Et dans la culture hip-hop, il n'y a pas la place pour la soul, véritablement. Je ne parle pas des producteurs, je parle des consommateurs. Moi, je me souviens qu'au départ, début des années 90, un type comme Busta Rhymes, quand il entendait du R&B, il parlait de R&B bullshit. Donc, du coup, il y a beaucoup de gens qui ont adhéré à ça, qui ont adhéré au fait que, finalement, ce genre musical n'était peut-être pas pour eux. Donc ça, c'est le premier truc. Et ensuite, il y a tout ce qui est de l'ordre de la responsabilité des artistes, des promoteurs de salles et des clients de cette musique. Parce que tu ne peux pas dire que tu aimes Erykah Badu ou D'Angelo, je cite vraiment les plus grands comme ça, ou même Common pour le hip-hop par exemple, ou Slum Village, et pas avoir envie de soutenir tous les groupes qui peuvent se produire en France et français. C'est pas possible. Et tu peux pas te dire que ces gens-là, tu leur donnes pas de valeur. Souviens-toi pour les soirées. Ouais. Le nombre de gens. Enfin, moi, j'ai fait cette soirée pendant 15 ans. C'était un incontournable, non pas par la qualité de ce qui s'y passait, mais tu savais que le premier samedi de chaque mois, tu avais une Black Pearl. Ouais. Et les gens qui me demandaient ce type de soirée, tu t'en souviens, des gens qui venaient, qui me checkaient, qui me disaient hey, il faut que tu fasses ta soirée, machin. Tu organises la soirée, donc tu prends des risques financiers pour que la soirée ait lieu. Tu t'investis, tu fais parfois venir des artistes comme Eric Rico, tu les fais venir de LA, tu les mets sur scène, tu mets Sly sur scène. Sly, je le dis, mais il est pas venu gratuitement faire ses premiers concerts, je le payais. Et tu mets des gens sur scène et le public répond pas. Ouais. Et ce même public qui t'a demandé ce type de soirée, tu vas le retrouver dans des clubs à la mode parce qu'il y a plus de monde, parce que machin. Donc en fait, je pense qu'il y a il n'y aura de la place que quand on saura nous donner la vraie valeur aux choses qu'on aime. Voilà. Et s'il faut et qu'on n'oublie pas non plus que pour pouvoir critiquer, il faut avoir payé son obol, parce que c'est la seule façon de donner du crédit aux gens. Moi, quand je suis arrivé au June, le patron, il n'était pas très chaud pour cette soirée, la réunion party, qui lui faisait plus penser à la réunion Lille qu'autre chose. Et puis, quand il a vu la première, la deuxième, la troisième soirée qu'on pouvait mettre 500, 600 personnes dans son lieu, et que les gens venaient et payaient, et personne ne discutait, et que les gens faisaient la fête, on a pu s'exprimer pendant 7 ans sur ce thème. C'est ça la clé, en fait. Et la clé, c'est qu'aujourd'hui, justement aussi à cause de la dématérialisation, personne n'achète les disques. Moi, je vois des artistes qui viennent avec leur CD. Il y en a un qui va acheter le CD et 10 qui vont demander à le télécharger. Ouais, tu me l'enverras. Non, achetez le CD. L'artiste, il est là, il bosse, il a bossé, il s'est investi, il a payé des musiciens, ou il a payé un producteur. Il a passé des heures à peaufiner sa capacité de chant. Il y a des gens qui lui ont fait confiance, qui lui ont prêté des petites salles. Enfin, tu vois, c'est des chaînes. Quand je me souviens que Case au Downtown faisait des petites scènes en bas pour qu'après ces gens-là puissent s'aguerrir, faire leur tour de chant, puis aller au Bizarre avec Manuel ou à d'autres endroits, et que ces trucs-là existent, je crois que la chaîne, elle est pas respectée, en fait. Ouais. Et que les gens, à un moment, ils considèrent que ça ne vaut rien et que c'est pas là qu'ils doivent mettre leurs sous. Alors, tu vois,
Et c'est un truc qui nous fait tous marrer. Mais tu vois des types qui débarquent avec le téléphone dernier cri et qui te demandent à être sur une liste pour une soirée ou pour un concert, Ouais, dont la place est à 15 euros. ouais, ça on l'a souvent dit, hein, les téléphones, les Jordan au pied. Voilà, voilà. Ouais.